Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois François-Xavier Nérard. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Alors François-Xavier Nérard, vous êtes maître de conférences en histoire russe et soviétique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2012. Vous êtes agrégé d'histoire, ancien élève de l'école normale supérieure et vous êtes spécialiste de l'histoire sociale de l'Union soviétique. Vous avez notamment travaillé pour votre thèse sur les dénonciations, les plaintes et les formes de protestation dans l'URSS stalinienne entre 1928 et 1941. Vous poursuivez vos recherches dans deux directions principales actuellement. La première, c'est l'histoire de la violence et de la mémorialisation des lieux de massacre en URSS et en Russie, mais aussi vous travaillez sur une anthropologie du pouvoir à travers une histoire des pratiques de restauration collective en URSS. Donc vous êtes aussi, vous travaillez sur la matérialité de la civilisation soviétique, ses traces, et tout ça, c'est vraiment au cœur de vos recherches. Alors vous avez publié de nombreux ouvrages et articles dans des revues que l'on retrouve sur la page de l'émission sur histoireensérie.com, mais je vais quand même citer le dernier ouvrage que vous avez fait paraître, qui est un des ouvrages majeurs, en tout cas, si on s'intéresse à l'histoire de la Russie, de l'URSS, c'est l'Atlas historique de la Russie que vous avez publié en collaboration avec Marie-Pierre Ray aux éditions Autrement en 2017-2019. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez compris, on va filer en tout cas vers l'Europe de l'Est, on va filer vers la Russie et l'URSS. On va parler de séries qui traitent de ces aspects-là. Alors, vous avez voulu évoquer, François-Xavier, avec nous plusieurs séries. Peut-être on va commencer par les présenter aux auditeurs. Voilà. Alors, j'ai choisi de vous parler de deux séries principalement, peut-être de deux et demi, on va dire. Ce sont deux séries qui datent en gros des années 2000, qui ont été diffusées avec un grand succès en Russie, à la télévision russe dans les années 2000-2010, et qui évoquent l'URSS de l'immédiat après Seconde Guerre mondiale. Elles se déroulent toutes les deux en 1946. La première, qui s'appelle Liquidat, c'est-à-dire la liquidation, se déroule à Odessa, donc la ville ukrainienne sur les bords de la mer Noire, en 1946. Printemps été 1946. La seconde, qui s'appelle Leningrad 46, le titre n'est pas follement original, décrit aussi des événements, une sorte d'enquête policière dans la capitale du nord de la Russie. Pareil, alors c'est plutôt, je dirais, plutôt l'automne 1946. Alors, je vais revenir peut-être sur les histoires que racontent ces deux séries, mais c'est intéressant de voir qu'elles travaillent cette période assez particulière sur laquelle je pense on reviendra, qui est celle de la sortie de guerre pour l'URSS, qui est une période très particulière, c'est un pays qui a gagné la guerre, forcément, mais qui en même temps a été terriblement affaibli par ce conflit, à la fois d'un point de vue économique, évidemment, mais humain, parce que les pertes sont gigantesques. Et dans les deux villes qui sont les héros, finalement, et le décor de ces deux séries, il y a eu des souffrances inimaginables, que ce soit le massacre de la population juive d'Odessa pour la première, ou le siège de la ville pour la seconde. Alors, je disais deux et demi parce qu'en fait, elles font écho à une série qui a été réalisée en Union soviétique à la fin des années 70, 1979, qui s'appelait Il ne faut pas changer le lieu de la rencontre, Mr. Vstrechi Minute Nilsia, qui a été un immense succès de la télévision soviétique donc en 1979 avec Vladimir Vysotsky, et qui se déroule, elle, à Moscou, dans cette même année 1946. Donc en fait, on a trois séries qui se répondent,
des fois avec des citations évidentes, évidentes, des fois pas, mais en tout cas, tout se passe dans cet immédiat après-guerre. Alors, je vais peut-être revenir rapidement sur l'histoire, enfin, ce que racontent ces séries, puisque ce sont des séries policières, c'est des séries d'aventures qui sont très, très plaisantes à regarder, hein. Voilà, il ne s'agit pas de choses historiques un peu lourdingues et pas intéressantes. On a une vraie histoire derrière tout ça. La première décrit, alors Liquidation décrit l'histoire de la lutte contre comment dire ça, des bandes infiltrées d'ennemis de l'URSS, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis la Seconde Guerre mondiale, anciens espions allemands, nationalistes ukrainiens, voilà, qui sont toujours là malgré la victoire évidemment des soviétiques. Et on est à Odessa où débarque en 1946 le maréchal Zhukov. Zhukov, donc le grand militaire qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, enfin l'un des grands généraux soviétiques qui gagne la Seconde Guerre mondiale, et qui est que Staline envoie en relégation à Odessa. Peut-être que je trouvais que Zhukov commence à lui faire un peu trop d'ombre. Et Zhukov débarque à Odessa, et c'est dans cette ville-là où arrive cette personnalité qu'on suit l'histoire du chef du service de lutte contre le banditisme, qui va donc être confronté à une série de meurtres mystérieux, et où il va chercher à comprendre qui c'est qu'il y a derrière et découvrir petit à petit une sorte de conspiration qu'il va réussir comment dire, à démonter. C'est une série qui est en 14 épisodes, qui a été tournée en 2007, qui met en scène alors très fortement la ville d'Odessa, son folklore très marqué par la présence de la population juive, et d'un certain nombre de personnages négatifs sur lesquels on reviendra peut-être. Donc voilà, première série très, très policière, avec beaucoup de suspense et des personnages très typés, très, très agréables à regarder. Il y a des acteurs assez importants, assez connus en Russie. L'acteur principal est Vladimir Mashkov, qui n'est pas très connu en France, mais comment dire, mais qui est très, très célèbre en Russie, Sergei Makovetsky et Mikhail Poroshenkov. Bon, voilà. On reviendra peut-être sur ces personnages un peu plus tard. La deuxième série est plus tardive. Leningrad 1946 est tournée en 2015. C'est une série plus importante aussi, puisque si la première a 14 épisodes, la seconde en a 32. Chaque fois, c'est des épisodes de 45 minutes à peu près, et qui donc se déroulent à la même période, 1946, et qui va suivre deux personnages en fait. Le premier est un capitaine de la milice, de la police soviétique, le major Rebrov, qui est joué par Evgeny Miller. Et le second est un ancien professeur de littérature russe à l'université de Leningrad, un certain Danilov, joué par Sergei Garmash, qui progressivement va être repoussé dans la criminalité, va devenir un des chefs de la mafia criminelle de la ville de Leningrad, sous le surnom du prof, Uchitelь. Il va être poursuivi par ce capitaine de la milice, le major Rebrov. Alors, c'est une histoire très croisée entre ces deux personnages qui se connaissent dans le premier épisode dans le train, et qui après, tout au cours des 32 épisodes, vont se croiser sans jamais, sauf à la fin évidemment,
se retrouver. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est de voir comment ce Danilov, qui est un brave type, en fait, se retrouve dans les marges de la société soviétique parce que d'abord, il a été fait prisonnier de guerre, donc il s'évade, mais un prisonnier de guerre qui s'évade dans la Seconde Guerre mondiale soviétique ne retrouve pas sa place dans la société. Un prisonnier de guerre est suspecté d'avoir trahi et il est envoyé en bataillon disciplinaire. Puis quand il revient dans la société soviétique d'après 1945, eh bien, il ne retrouve pas sa place, il ne retrouve pas son travail, il ne retrouve pas son droit au logement, il ne retrouve pas sa femme, il ne retrouve pas son enfant. Et en fait, toutes ces portes qui se ferment à lui, du fait du fonctionnement de la société soviétique, vont le pousser finalement vers la criminalité. Et c'est ce regard intéressant de cette série sur cette période-là. Alors, peut-être je suis un peu long, mais pour terminer, en fait, ces deux séries évoquent une troisième série, tout aussi policière, tournée, donc je le disais tout à l'heure, en 1979, plus courte, puisqu'elle ne compte que 5 épisodes, autour comment dire, de Vladimir Vysotsky, qui est le héros de cette série. Vladimir Vysotsky, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est ce grand chanteur soviétique à la voix rocailleuse, qui était le mari de Marina Vladi, qui a contribué à le faire connaître en France, qui était un grand acteur, aussi un grand acteur soviétique, acteur de théâtre. Il jouait au théâtre de la Taganka à Moscou, et il va être le héros de cette série, alors qui est purement policière, inspirée d'un roman des frères Weiner, qui aurait été bien traduit en France, chez Folio Policier. Peut-être certains d'entre vous connaissent leurs œuvres. C'est souvent des bons romans. Alors, c'est très, très, très policier. Et donc, c'est l'histoire d'un soldat qui rentre de la guerre, un certain Sharapov, joué par Vladimir Konkin, un peu idéaliste, et qui intègre l'équipe des policiers de la brigade criminelle de Moscou sous la direction de Vysotsky, donc qui joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Jeglov, et ils vont lutter au cours de ces 5 épisodes contre une bande de criminels, la bande du Chat Noir, chacun avec ses méthodes, Sharapov étant un peu idéaliste et Jeglov Vysotsky étant très, très pragmatique, n'hésitant pas à trafiquer les preuves, et en disant, pour lui, la fin justifie les moyens, et disons notamment une phrase qui est restée, c'est un voleur, la place d'un voleur, c'est la prison. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour l'envoyer en prison. Et donc, cette série est cruciale parce que on est à la fin des années 70, à un moment où la télévision est dans tous les foyers soviétiques. Il n'y a pas un choix gigantesque de programmes. Donc, la quasi-totalité de la population soviétique suit les aventures de Jeglov et de Sharapov. Et ça marque profondément les représentations des soviétiques. Jusqu'à, par exemple, Vladimir Poutine, qui a un moment, quand on lui posait une question en 2010 sur Khodorkovsky, donc cet oligarque qui avait été envoyé dans le bagne, qu'en Occident, souvent, on présentait comme une victime de la répression politique. Quand on lui pose la question, Poutine répond avec la phrase de Vysotsky-Jeglov, quoi. Un voleur la place d'un voleur est en prison. C'est dire l'importance de cette série dans les représentations. Et quand les post-soviétiques vont tourner des séries un peu plus tard, ils vont, voilà, cette période de 46, cet écho à Mr. Strich's Minute Ninja, donc il ne faut pas changer le lieu de la rencontre. Cette série de Vysotsky est évidemment cruciale.
Voilà un petit peu pour la présentation de ces trois séries. J'espère avoir été suffisamment clair. Tout à fait, merci en tout cas François-Xavier pour cette présentation. Il fallait effectivement planter le décor, j'allais dire, parce que j'aurais une question maintenant à vous poser qui est très intéressante aussi pour bien comprendre ces séries-là. C'est de s'intéresser au contexte de production, c'est-à-dire on est bien conscient et on essaie de travailler là-dessus dans Histoire en série, c'est de comprendre véritablement comment les séries, même si elles sont historiques, même si elles parlent du passé, parfois lointain, en tout cas, elles sont produites dans un certain contexte de production. Alors j'aimerais que vous regardiez cela parce que, effectivement, vous l'avez dit, vous avez évoqué une série de 1979 et des séries des années 2000, 2010 en tout cas. Donc on est là-dessus, la façon à la fois de voir la période, notamment le stalinisme, a fortement évolué en Russie. Oui, ça c'est évidemment crucial parce que quand la première série de 79, les Stolichnaya est tournée, on est dans je dirais le sorte de brejnevisme triomphant. Enfin, c'est triomphant, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le moment de la stagnation la plus marquée, dans un rapport au stalinisme. Euh, Très spécifique, c'est-à-dire on a tourné la page de la critique khrouchtchevienne du stalinisme. Euh, Certains vont dire qu'on a une sorte de réhabilitation du stalinisme. Euh, de fait, on ne parle pas véritablement de Staline, mais on valide globalement sa gestion de la guerre. Et puis surtout, sous Brejnev se développe le culte de la Seconde Guerre mondiale qui devient la base du contrat social soviétique. Euh, si pendant longtemps l'URSS était le pays de la révolution d'octobre, sous Brejnev, ça continue à être le pays de la révolution d'octobre, mais c'est d'abord, je dirais, le pays qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est le pays qui a battu le fascisme. Et donc, tourner une série qui se passe là, à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est absolument pas neutre. Ça pour le contexte et pour comment dire, le choix du sujet. Après, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, cette série, elle est importante aussi parce que c'est une série de la fin des années 70 et qu'elle a un écho dans la société qu'on ne retrouvera quasiment plus par la suite. Hein. Enfin, c'est vraiment comment dire, une histoire partagée par tous les soviétiques. Hein. Il y a vraiment, dans cette fin des années 70, la création d'une culture commune qui est particulièrement marquante. Bon, par exemple, Vladimir Poutine joue beaucoup des références culturelles aux années 70. Enfin, il fait une continuité, il construit une continuité politique, symbolique avec cette période-là qui correspond aux années de formation et de jeunesse de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des citoyens russes en activité. Quand Et donc après, le rapport au stalinisme va changer avec la perestroïka, puisque à partir de 85-86, on est enfin, le cœur de la réflexion historique et politique de Gorbatchev, c'est l'écriture des pages blanches de l'histoire, les taches blanches de l'histoire, comme je dis, et c'est donc s'interroger sur ce qui s'est passé pendant l'époque stalinienne. C'est le moment où apparaissent des associations comme l'association mémoriale, bien embêtée dans la Russie d'aujourd'hui. Et c'est donc le moment où la société soviétique va s'interroger sur ce qui s'est passé à l'époque stalinienne et prendre conscience peut-être encore plus qu'à l'époque khrouchtchevienne des crimes du stalinisme. Et puis tout ça va finalement, je ne dirais pas va être oublié, mais va passer au second plan parce que la Russie des années 90, c'est la Russie des difficultés économiques, c'est la Russie où on pense à autre chose aussi. Hein. Voilà, on cherche à survivre, on cherche à se nourrir, on cherche
peut-être aussi pour certains à construire un monde nouveau. Et cette question politique et cette question historique, elle passe un peu au second plan. Et quand la série Liquidation donc, est tournée en 2007, le rapport au stalinisme a évolué. C'est-à-dire que cette série va utiliser le stalinisme comme décor, enfin le stalinisme. Mon expression est mal choisie, mais je dirais va utiliser l'URSS stalinienne comme décor pour raconter une histoire et ne va pas porter sur le régime stalinien. Elle évoque le régime stalinien, mais elle ne porte pas sur le régime stalinien, et donc elle ne porte pas une critique de ce régime stalinien explicite, et elle est même sur certains aspects assez ambiguë, on y reviendra tout à l'heure je pense. Il y a une sorte de neutralisation, on est dans une sorte de discours comme ça. Encore une fois, on prend le stalinisme comme décor, ce qui aurait été assez impossible 10 ans auparavant. Leningrad 46, elle est tournée en 2015, donc on est 8 ans plus tard. On est juste après les débuts de la guerre en Ukraine, l'annexion de la Crimée, donc qui rend impossible probablement de tourner à une autre série comme Liquidation qui se passe à Odessa, donc en Ukraine, et donc là ça devient très compliqué. Et on a un rapport au stalinisme qui est toujours ambigu, qui correspond aussi à une évolution de la société russe par rapport à ces questions. Un rapport qui ne tait pas les violences du stalinisme, qui ne tait pas son extrême violence, mais qui en même temps continue là, de la même façon à utiliser cette URSS stalinienne comme un décor pour raconter une histoire. Et voilà, ça interroge fortement la place du passé stalinien dans la société russe contemporaine. François-Xavier, vous avez, en présentant ces séries, évoqué le fait que ce sont des séries policières. Alors j'aimerais maintenant peut-être que vous précisiez qu'est-ce que vous entendez par police dans l'Union soviétique, puisqu'on sait qu'il n'y a pas qu'une seule police dans le sens où nous on l'entend aujourd'hui, mais en fait qu'il y a deux polices, une criminelle et une politique. Alors est-ce que peut-être vous pourriez là-dessus les présenter et en faisant peut-être j'allais dire une reconstitution historique, voir comment elles se sont construites et développées depuis l'apparition du communisme et de l'URSS après la Révolution d'octobre et l'apparition de l'URSS en 1921. Oui, évidemment, c'est un peu comme diraient nos amis anglo-saxons, l'éléphant dans la pièce. Quand on fait une série policière sur l'URSS et sur l'URSS stalinienne a fortiori, il y a ces deux polices, c'est-à-dire d'un côté la police criminelle, celle qui assure la police quotidienne, qui poursuit les criminels, les voleurs, les violeurs, les assassins. Et puis, il y a la police politique à côté. Évidemment, il y a toujours cette ambiguïté parce que les forces de l'ordre, c'est ces deux choses-là, et qu'à partir du moment où vous êtes un scénariste et que vous allez écrire une série qui met en scène des délinquants ou des gens qui manquent à l'ordre, vous allez nécessairement devoir vous poser la question de qu'est-ce que vous faites de la police politique. Alors en fait, ce sont deux branches assez différentes, puisque la police politique, elle naît très tôt dans le régime soviétique, dès décembre 1917, c'est la fondation par Félix Dzerzhinsky de ce qu'on appelle la Tchéka, donc la commission extraordinaire de lutte contre le sabotage et la contre-révolution. Cette Tchéka qui va être cruciale au moment de la guerre civile pour la victoire des bolcheviks, en assurant une domination du pays. On pourrait en discuter, mais en tout cas, une grande violence
pour permettre aux bolcheviks de l'emporter. Cette Tchéka qui va être progressivement, enfin régulièrement transformée. Donc en 1922, elle devient la direction politique d'État, la GPU, ou le GPU, jusqu'en 1934. Puis en 1934, elle est réintégrée au commissariat du peuple, donc le ministère aux Affaires intérieures de manière plus générale, jusqu'en 1946, donc date à laquelle nos séries ont lieu. Et puis cette police politique devient le ministère de la Sécurité d'État en 1946, ancêtre après de ce que nous on appellera, enfin ce qu'en France, enfin pas en France, en Union soviétique aussi, mais ce qu'on appelle le KGB, le Comité à la Sécurité d'État, qui va assurer aussi ses fonctions de police politique plus tard. Donc on a ce qui continue à s'appeler les tchékistes, qui sont chargés de lutter pour la sécurité intérieure de l'État, de traquer les ennemis politiques de l'État soviétique, et qui assurent, qui sont responsables d'une grande violence, puisque c'est eux qui organisent notamment ce qu'on va appeler la Grande Terreur en 1937, et les 700 000 morts qui sont fusillés entre juillet 1937 et novembre 1938. À côté d'eux, il y a cette police du quotidien, qui s'appelle la milice d'ailleurs, qui ne s'appelle pas la police, puisqu'on considère que la police relève de l'ancien régime tsariste et des régimes bourgeois. Et donc, l'Union soviétique se donne une milice, au sens que c'est une sorte d'émanation du peuple. Et au sein de cette milice, il y a une structure chargée de la lutte contre la criminalité, qui est fondée en octobre 1918, et qui va, sous différents noms, la plupart des héros qui nous intéressent dans les deux séries en question relèvent du secteur de la lutte contre le banditisme, mener une action de police quotidienne. Et donc on a, en fait, dans ces deux séries, la présence de ces deux polices dans la société soviétique. Et de fait, le problème qui se pose aux scénaristes et qui se pose à tout le monde, c'est est-ce qu'il y a une bonne police ou une bonne police et une police méchante, évidemment je caricature, et que faire de cette police politique. J'aimerais, oui, justement, François-Xavier, que l'on revienne là-dessus parce que cette police politique, on en a parlé de cette, on pourrait même presque dire, internationale tchéquiste avec Emmanuel Droit quand on a évoqué les séries Deutschland 83 et 86 à travers l'exemple de la Stasi, notamment en Allemagne de l'Est, qui a servi, en tout cas, donc, qui a eu pour modèle cette police, ce NKVD, en tout cas soviétique. Alors, comment est-ce que là, ici, ces tchéquistes sont montrés parce que là aussi, il y a une vraie évolution de l'image du tchéquiste qui passe pour être à l'avant-garde du combat communiste, notamment, vous l'avez dit, dans les années 30. Et là, comment est-ce qu'on les montre dans ces séries-là? Oui, en fait, c'est compliqué, et c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire comment on gère dans une série dans la Russie post-soviétique le tchéquiste, c'est-à-dire la police politique qui contrôle la société soviétique ou qui tente de contrôler la société soviétique. Quand on écrit une série en 2007 ou en 2015, c'est évidemment très compliqué parce que il y a eu la révélation des crimes des tchéquistes, voilà, la grande terreur stalinienne, le décret 00447 est responsable, avec les décrets sur les opérations nationales, de 700 000 morts, fusillés d'une balle dans le crâne. Donc, comment raconter une histoire policière où ces gens-là sont forcément quelque part, c'est compliqué. D'autant plus que ces tchéquistes ont été à l'époque soviétique, notamment dans les années 30, à l'époque stalinienne, glorifiés. Et paradoxalement, ont aussi fait l'objet de récits policiers. Notamment, on a
une sorte de petit roman policier écrit par un écrivain qui s'appelle Lev Ovalov, qui invente un personnage qui s'appelle le Major Pronin. Le Major Pronin, c'est une sorte de, dire d'Hercule Poirot, ça serait peut-être pas le bon terme, mais de Sherlock Holmes soviétique, mais qui est un agent du NKVD, c'est-à-dire de la police politique, et qui traque les ennemis intérieurs de l'URSS, les saboteurs dans les kolkhozes, c'est-à-dire qui met en scène, et sous forme d'un roman policier, la doxa soviétique stalinienne du fait qu'à l'intérieur du pays, il y a des ennemis infiltrés qu'il faut les démasquer. Et donc, voilà, Ovalov écrit des romans policiers, c'est plus des nouvelles d'ailleurs que des romans policiers, mais qui sont assez populaires dans les années 30. Et l'image du tchéquiste est glorifiée chaque année, le 20 décembre, pour commémorer la création de la Tchéka. Voilà, on célèbre en grande pompe cet anniversaire. Le plus célèbre et le plus infâme peut-être, et l'anniversaire du 20 décembre 1937, célébré en grande pompe pour les 20 ans de la création de la Tchéka au Bolchoï à Moscou, alors qu'au même moment, on fusille par dizaines de milliers les citoyens soviétiques dans les banlieues des grandes villes. Donc évidemment, en 2007 ou 2015, c'est plus possible de glorifier ce genre de personnage. Alors, c'est tchéquiste, mais en même temps, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Donc, les scénaristes vont essayer de les... Enfin, ils seront présents. Ils seront présents, un peu menaçants, en fait, dans chacune des deux séries. Alors, dans Liquidation, la première en 2007, ils sont là. Le héros principal, joué par Mashkov, donc un policier qui s'appelle David Gottsman, qui est une sorte d'électron libre quand même, finit par mettre son nez où il ne faut pas et il finit par être arrêté dans le cadre d'une accusation un peu montée. Et on voit là eh bien, comment dire, la capacité des tchéquistes de monter des histoires inventées de fil blanc pour simplement réprimer. Mais c'est certainement dans Leningrad 1946 que les tchéquistes et donc à l'époque le MGB, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité d'État, sont les plus menaçants. Il y a vraiment une mise en scène entre, d'un côté, le bureau du chef de la milice et de la lutte contre le banditisme, je crois qu'il est capitaine Morozov, et puis en dessous, on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est en dessous ou au-dessus, mais j'ai l'impression que c'est l'étage du dessous, où il y a le commissaire, le MGB, c'est-à-dire la sécurité d'État. Et c'est un endroit menaçant parce qu'on s'aperçoit que même si le chef de la milice est tout puissant dans son domaine, et c'est quand même le chef des flics, il est capable d'arrêter qui veut, eh bien, il est toujours sous la menace non dite de l'action de la police politique. Et c'est aussi un moyen pour les scénaristes de Leningrad 46 de faire sentir cette fragilité de la société soviétique, de tout le monde. C'est-à-dire que c'est aussi un enjeu de ces séries de montrer une société complexe où il n'y a pas que des bons et des méchants, et que chacun à un moment a des choix à faire, que ces choix sont contraints, notamment par la présence de la police politique. Et que le choix suppose parfois des compromissions, parfois des absences de choix, et que finalement, c'est cette vision-là du stalinisme qui domine à la vision des deux séries dont je voulais vous parler. Quand on imagine une série, en tout cas qui traite sur ce qu'on a appelé le bloc de l'Est, on a du mal à se représenter qu'il y a dans ces pays-là aussi, dans ces démocraties populaires, en URSS aussi, on a du mal à voir qu'il y ait un monde interlope, un monde criminel, François-Xavier, parce qu'on a l'impression justement du fait de la présence de ces polices politiques, on a l'impression que toute la société est encadrée, contrôlée et surveillée.
Or, quand on voit ces séries-là et quand on vous suit, on comprend bien que la criminalité dans le bloc soviétique est quand même présente. Oui, c'est tout le paradoxe de ces régimes-là et des représentations qu'ils donnent à voir. Euh, alors, bon, on est en France très marqué par le paradigme du totalitarisme, hein, c'est-à-dire l'idée que ce sont des sociétés entièrement contrôlées par le pouvoir politique et sa branche répressive, la police politique que l'on vient d'évoquer, alors que dans les faits, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une ambition de contrôle totalitaire, évidemment. Quelqu'un comme Staline rêve de contrôler totalement sa société et se donne les moyens de le faire, mais il n'y arrive jamais totalement. Cette société échappe en permanence de différentes façons au contrôle qu'on cherche de lui imposer. Donc, une des raisons de l'existence de la violence stalinienne et peut-être soviétique par la suite, même si la violence soviétique post-stalinienne est différente et que je ne suis pas favorable à une comparaison systématique, mais c'est justement l'existence de ces poches d'autonomie qui rendent foudrage à les dirigeants et renforcent donc leur expression de violence, leur pratique violente, provoquant par là même d'autres stratégies d'évitement, etc. etc. Bon. Donc c'est pour ça que, par exemple, moi, ce modèle du totalitarisme ne me plaît pas du tout et je pense qu'il ne permet pas de comprendre grand-chose au stalinisme. C'est un premier point. Le deuxième point par rapport à votre question, c'est que ce monde criminel est très représenté dès l'époque soviétique euh, dans les films. Dans les films. On a, notamment dans les années 60, dans les années 70, dans les films et dans les séries, voilà, l'image il y a toujours des bandits qui essayent de trafiquer, je ne sais quoi. Alors, c'est vrai, par exemple, dans un film comique des années 60, de la fin des années 60, qui s'appelle La main de diamant. La main de diamant, c'est une sorte d'adaptation soviétique du Cornio avec Bourvil et De Funès, où vous avez une sorte de personnage un peu innocent joué par Yuri Nikulin qui devient malgré lui euh, le porteur de diamants trafiqués par des mafieux soviétiques. Et donc, c'est un immense succès du cinéma soviétique, mais qui est basé sur l'existence voilà, de ce monde interlope. Et en fait, c'est pas le seul exemple. Il y a vraiment l'idée qu'il existe voilà, des délinquants, des gens qui ne respectent pas les règles, et c'est vraiment très présent. Alors, c'est pas un hasard, ça permet aussi au pouvoir soviétique de justifier son ambition de contrôle, ses pratiques répressives. S'il y a des bandits, il faut les poursuivre et donc il faut les réprimer. Mais c'est vrai que ça ne colle pas avec l'image qu'on a a priori d'une société très contrôlée. Alors c'est très intéressant de voir dans ces deux séries-là, puisque là on est dans le post-soviétique, donc la description de ce monde criminel est plus libre, enfin, pas du tout la même chose. Finalement, dans les films soviétiques, bon, il y a une sorte d'euphémisation quand même de ce monde criminel. Là, c'est assez fascinant. Moi, je trouve que dans ces deux séries, le monde criminel est pas représenté de manière très négative. On a vraiment l'impression que voilà, ce sont des gens qui se débrouillent, c'est des gens qui font face à la difficulté. L'URSS de 1946, c'est une URSS totalement appauvrie, où il n'y a plus rien qui fonctionne véritablement, à part justement peut-être l'armée et la police. Il faut chercher à manger, et donc tout le monde, en fait, dans une société de pénurie, comme l'URSS. C'est-à-dire l'URSS provoque, le système soviétique provoque les stratégies d'évitement, de contournement, donc provoque une certaine criminalité. C'est-à-dire, si vous voulez trouver de la nourriture simplement en URSS, surtout en 1946, c'est rarement en allant dans un magasin.
parce que dans un magasin, il ne va pas avoir grand-chose. Donc, si vous voulez trouver à manger comme il faut, il faut passer à côté. Et si vous passez à côté, vous rentrez de fait dans un monde parallèle. Et il y a évidemment des gens qui en profitent. Donc, montrer ce monde criminel permet d'approcher finalement la complexité de la société soviétique. Et je crois que dans ces séries, malgré tous leurs défauts sur lesquels on reviendra, j'imagine, il y a ça. Il y a cette capacité, et notamment en peignant un monde interlope de trafic, de violence, de vol, voire même de prostitution. Il y a une manière de décrire la complexité de la société soviétique qui ne peut pas être peinte en noir et blanc. Et ça, c'est aussi, en cela, ça recoupe notre ambition à nous, historiens. Et puis, il y a aussi quelque chose, justement, à l'opposé de ça, qui est intéressant à voir dans les séries, François Xavier, dans celle-là en tout cas, c'est peut-être le sens du rapport à la loi que l'on trouvait en Union soviétique, notamment, en particulier à travers ce que l'on voit dans la série sur le sens moral du policier. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, en fait, finalement, ça s'inscrit dans la logique de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que on peut poser la question comme ça, peut-on être moralement irréprochable en stalinisme? Au sens où le système stalinien rend extrêmement difficile de tout respecter, parce que si vous respectez tout et que vous rentrez dans, vous respectez tout, finalement, vous êtes le perdant du jeu, parce que tout le monde contourne partout les règles. Alors, c'est quelque chose qui se pose aussi pour les policiers, c'est-à-dire que dans une société violente, le stalinisme est un système violent. Un policier, à la limite, pourrait faire ce qu'il veut. Je veux dire, un policier peut torturer, un policier peut abattre de manière comme ça. Il risque pas, enfin, on pourrait imaginer qu'il ne risque pas grand-chose. Et donc, enfin, voilà, c'est une question qui se pose en permanence à chacun des personnages et à chacun des policiers, je vais y revenir, mais j'allais dire à chacun des soviétiques. Est-ce que je respecte la loi? Est-ce que je respecte les injonctions? Est-ce que je respecte ma morale? Ou est-ce que pour survivre, je fais un pas de côté? C'est une question qui se pose aux simples soviétiques, qui se pose à l'administratif, qui se pose aux dirigeants politiques, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Très peu de temps après, alors c'est pas 1946, c'est après, je crois que c'est en 1949, la femme de Vyacheslav Molotov, par exemple, donc, qui est à l'époque comme un des très proches de Staline, le ministre des Affaires étrangères, sa femme, Polina Jemtchougina, est arrêtée et déportée. Bon. Comme elle est ministre à ce moment-là, pour pouvoir l'arrêter, il faut un vote du bureau politique. Et donc son mari, Molotov, est dans le bureau politique. Et Staline fait en sorte que Molotov doit voter pour l'exclusion du parti de sa femme, ce qui provoquera son arrestation par la suite. Bon, que doit faire Molotov? Est-ce qu'il doit voter tout en sachant, il sait pertinemment que sa femme n'a rien à se reprocher, enfin, en tout cas pas ce qu'on lui reproche. C'est une question, je ne vais pas faire pleurer sur le sort de Molotov, qui était par ailleurs une crapule évidente, mais à ce moment-là, il a ce choix. Est-ce que bon, finalement, il décide de s'abstenir, ce qui provoque une colère homérique de Staline, mais tout ça pour vous dire, et qui contraint Molotov finalement à voter, à changer son vote. Vous avez cette injonction morale et ce rapport à la loi qui se pose à tous les soviétiques. Et donc, nos héros, dans ces deux séries, sont toujours confrontés à ça. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous avez, alors les scénaristes, évidemment, utilisent des typages, quoi, au sens où il y a souvent le policier idéaliste, le type qui va tout faire comme il faut.
C'est-à-dire qu'il ne va pas trop torturer, qu'il ne va pas trop taper, qu'il va respecter les règles. Puis il y a toujours celui qui essaye en fait, d'arriver à son but euh, par tous les moyens. Oui, dans Leningrad 1946, il y a aussi ce personnage idéaliste. Alors, il n'est pas représenté par le héros joué par Evgeny Miller du major Rebrov, mais par un autre policier de son équipe qui s'appelle Piotr Kalasov, euh, qui finalement, face à tout ce qu'il va vivre, va avoir une révélation et se convertir au christianisme. Donc là aussi, c'est assez spécifique des années 2015 où voilà, la place de la religion dans la société russe est aussi importante. Moi, cette question du rapport, du sens moral du policier, du rapport à la loi, alors évidemment, elle est très spécifique, enfin, elle est très prégnante. Il est très prégnant, pardon, dans la société soviétique, comme je l'ai dit, parce que en fait, c'est une société qui provoque la, la, le pas de côté. Hein. C'est impossible de toujours respecter la loi, les règles dans la société stalinienne. C'est impossible. Euh, mais on peut le retrouver dans d'autres exemples. Moi, je pensais beaucoup en regardant ces séries à un autre personnage de policier, alors, qui, à ma connaissance, n'a pas été adapté en série, mais peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas qui est. Il y a un personnage de Carlo Lucarelli, l'auteur italien, euh, qui suit un personnage de policier, le commissaire De Luca, qui est, qui est entre la fin du fascisme et le début de l'Italie post-fasciste, et le policier est policier, un peu comme les héros dont je parle dans la police criminelle à l'époque fasciste et dans l'immédiat post-fascisme. Et c'est un peu les mêmes problématiques. C'est comment, euh, comment gérer cette question du sens moral. J'aimerais maintenant, François-Xavier, qu'on s'intéresse vous avez commencé à l'évoquer à l'introduction, à comment on représente aujourd'hui le stalinisme dans la Russie post-soviétique. Et en ce sens, ces séries sont véritablement les témoins de cela, en tout cas les deux dernières que vous évoquez avec nous, parce que on voit qu'il y a une réelle évolution justement de l'image de cette période. Alors j'aimerais peut-être en premier que l'on revienne sur la période elle-même évoquée dans les deux séries, 1946, l'après-guerre, parce que on est là véritablement à un tournant de la société soviétique. En tout cas, on est à un tournant peut-être, c'est un enjeu essentiel pour ce que veut Staline dans la façon dont il veut construire la société soviétique, justement dans ces années d'après-guerre où l'URSS est le grand vainqueur du conflit. Oui, parce qu'on a le choix de cette période 1946 alors, est d'abord lié, je l'ai dit plusieurs fois, à cette première série de 1979, mais également il fait sens parce que c'est une période très particulière de l'histoire soviétique et ça permet de construire une représentation du stalinisme peut-être plus complexe que si on devait représenter les années 30, par exemple. Alors, même s'il y a des séries aussi sur les années 30, où on pourrait, si vous le souhaitez, parler. Euh, enfin, 1946, et je vais enfoncer de porte ouverte, on est donc juste après 1945, mais la guerre a été pour les staliniens un test qu'ils estiment avoir gagné. Enfin, ils estiment, c'est pas non plus, ils ont raison dans une certaine mesure. C'est-à-dire, ils ont eu la peur de leur vie en juin 1941, fin juin, début juillet 1941. C'est-à-dire l'effondrement de l'armée soviétique, l'avancée extrêmement rapide des forces allemandes en juin, après le début de l'opération Barbarossa, provoque la stupeur et la peur physique, je dirais, des Staliniens qui se disent voilà, ça y est, on a perdu. Et perdre pour eux, c'est aussi perdre la vie, hein, quelque part. Et ils vont mettre en place une stratégie. Alors,
multidimensionnelle pour essayer de ne pas perdre, hein. Et cette stratégie, elle met en place, comment dire, elle mobilise en partie la répression, notamment toute manifestation de défaitisme, de doute, de manque de courage, entre guillemets, va être systématiquement réprimée. L'année 41-42 sont les années où on fusille le plus de gens en URSS depuis 1937. Donc, beaucoup moins, mais quand même, à l'échelon du stalinisme, c'est les hautes eaux de la violence. Mais en plus, c'est pas que la violence, c'est pas ça qui va faire tenir la société soviétique, c'est pas que ça qui va faire tenir la société soviétique. Il y a aussi toute une sorte de compromis historique avec les différentes parties de cette société. Compromis historique qui est illustré par le fameux discours de Staline du 3 juillet 1941, où il commence en évoquant ses camarades, Tavalchi comme habituellement, mais aussi ses frères et sœurs. Brat et siostry. Et brat et siostry, frères et sœurs, c'est une manière, c'est la manière dont les prêtres, les popes orthodoxes s'adressent à leurs fidèles. Et que le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique s'adresse à sa population en utilisant cette formule-là, c'est perçu très vite comme cette volonté de rassembler qui va prendre différentes formes. Réautorisation à partir de 1943 de l'Église orthodoxe qui va avoir un nouveau, enfin, qui n'a jamais été interdite, mais qui va pouvoir de nouveau un peu mieux pratiquer avec l'élection d'un nouveau patriarche, la possibilité d'utiliser les églises nettement renforcées. C'est la mobilisation de tout un discours nationaliste qui s'inscrit dans la logique de la grande histoire russe. Et donc, c'est la possibilité pour certaines personnes qui étaient persona non grata, je pense par exemple à la poétesse Anna Akhmatova, qui va pouvoir publier un poème dans la Pravda. Voilà, cette société de la guerre, pour tenir et pour ne pas s'effondrer, va être une société quelque part de compromis. Alors, pas non plus exagéré, mais dans une certaine dimension, c'est pas inexact d'utiliser ces termes de compromis. Sauf qu'à la fin de la guerre, il gagne. Et il gagne la guerre. Et donc, Staline le dit d'ailleurs dans un discours de 1946 qui va fortement impressionner George Kennan, qui est le chargé d'affaires soviétique, qui va faire ce fameux télégramme qu'il va envoyer aux États-Unis, ce long télégramme, le long télégramme qui va lancer quelque part la guerre froide. C'est après avoir entendu le discours de Staline qui dit finalement, bien, on a gagné, on ne s'est pas effondré. C'est la preuve que notre régime est fort et est soutenu par la population. Et donc, on a un moment de reprise en main de la société où on essaye de remettre de l'ordre là-dedans et tout ce qu'on avait plus ou moins toléré comme manquement, comme comportement un peu hétérodoxe, est désormais de nouveau réprimé. Donc, c'est un moment intéressant. Deuxième moment intéressant, c'est que ce retour d'une société du contrôle idéologique se passe dans un contexte de traumatisme majeur parce que cette guerre a été traumatique dans l'espace soviétique. On ne le dira jamais assez parce que je pense qu'on ne l'évoque pas assez dans la société française. À l'université ou dans le secondaire, la guerre soviétique a été une guerre terrible. Bon, pas uniquement quantitativement. Hein. Quantitativement, on est entre 20 et 30 millions de morts. C'est quelque chose assez difficilement imaginable. Mais vous avez des moments terribles dont l'une des séries évoque, c'est-à-dire par exemple ce siège de Leningrad qui va faire un peu plus de 600 000 morts, dont une grande partie pendant le premier hiver 1941-1942, où les gens vont mourir de froid et de faim parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien à manger, et qui fait moins 30, et que les gens, pour survivre, ils mangent la colle des papiers peints, ils pratiquent l'anthropophagie, mais ils meurent tout simplement, crèvent de froid, quoi. Ce moment traumatique de 600 000 morts
Donc, on évoque finalement assez peu en France. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas partie des représentations évidentes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, laisse des traces évidentes dans la société soviétique, et notamment dans le Leningrad de 1946, qui est le décor de la deuxième série que j'évoque aujourd'hui avec vous. À Odessa, c'est le massacre de la population juive. Euh, bon, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle, ou en tout cas la destruction des Juifs d'Union soviétique. Entre 1941 et 1942, la quasi-totalité de la population juive qui se trouve dans les territoires occupés par les nazis est exterminée. Dans des villes, anciennes zones de peuplement à l'époque tsariste, dans lesquelles les juifs étaient astreints à résidence, dans des villes où la population juive représentait parfois 60-70% de la population. C'est-à-dire c'est la disparition d'un monde, d'une culture. Enfin, c'est quelque chose de... je pense qu'on a toujours du mal à véritablement comprendre. Donc on a une société, comment dire, traumatisée, dans lequel on a une reprise en main de contrôle politique, une réaffirmation du pouvoir stalinien qui s'était un tout petit peu modéré, entre guillemets, pendant la guerre. Et puis en plus, troisième dimension de ces années 46-47, c'est la désillusion. C'est-à-dire que les gens avaient accepté, et je pense par exemple justement, il y a un très beau spectacle de Lev Dodin, donc, le metteur en scène du petit théâtre, Maly Théâtre de Saint-Pétersbourg, adapté de Fyodor Abramov, qui s'appelle Frères et Sœurs, justement, qui décrit très bien ça dans les villages de Sibérie. Il y a une désillusion, c'est-à-dire les gens ont accepté de se serrer la ceinture pendant la Seconde Guerre mondiale en se disant bon, ben là, on n'a rien à manger, on a froid, nos proches meurent, mais on se bat pour un idéal, et puis après la guerre, tout ira mieux. Après la guerre, tout ne va pas mieux, parce qu'après la guerre, il y a les problèmes économiques, la destruction des infrastructures économiques et puis de la population, ben, ça laisse des traces, et que cette Union soviétique est extrêmement appauvrie, et on a faim. 1946-1947, c'est la troisième grande famine soviétique. Donc on est dans une société reprise en main, traumatisée, et qui en plus fait face à une désillusion, c'est-à-dire que voilà, tous les espoirs, enfin, que peut signifier la victoire? On met dans cette perspective de victoire entre 1941 et 1945 autant d'espoir qu'il doit y avoir de citoyens soviétiques, différents probablement, mais simplement la réalité qui s'impose en 1945, 1946, 1947, c'est celle d'un pays pauvre, violent, et ça rend les choses extrêmement difficiles. Et donc, situer trois séries, alors bon, la soviétique un peu moins, les deux séries de 2007 et 2015 dans cette ambiance-là, offre des possibilités scénaristiques et en termes de représentation de ce qu'était le stalinisme, évidemment extrêmement riche, parce qu'on est dans une période très ambiguë où les gens ne savent pas où doit aller leur loyauté, où doit aller leurs idéaux, à quoi il faut croire, qui est un enjeu majeur de ces années 45-48 en Union soviétique. François-Xavier Nérard, autre question maintenant par rapport rapport 2007-2015, comment est-ce qu'on représente véritablement le stalinisme? C'est-à-dire, en fait, est-ce que les scénaristes se sont véritablement posé la question de la dénonciation, justement, du stalinisme et de ses crimes, ou au contraire, est-ce que dans ces séries, le stalinisme, finalement, c'est un contexte historique que vous avez présenté et il n'est que cela? Qu'est-ce qu'on voit véritablement? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la représentation de la bonne police criminelle, la mauvaise police, la police violente politique. C'est cette même question qui est posée au scénariste et qui va être posée au spectateur. Qu'est-ce que je dis du régime de ce moment-là et de cette ambiguïté
de ce contexte que je viens de vous décrire. Et en fait, les réponses ne sont pas les mêmes selon les trois séries. Bon, dans la série soviétique, il n'y a pas de remise en question du stalinisme. Le stalinisme, enfin, 46 est un simple décor à ce moment-là, est un décor parce qu'il permet de présenter une société dans laquelle la criminalité a libre cours, parce que voilà, tout a été un peu affaibli en termes de contrôle, et que bon, on a plein de gens qui rentrent de la guerre, qu'il faut retrouver leur place dans la société. Paradoxalement, c'est un peu la même réponse qu'apportent les scénaristes de Liquidation en 2007. C'est pas un film qui souhaite dénoncer le stalinisme. C'est pas un film qui, d'ailleurs, dénonce véritablement le stalinisme, même s'il évoque la violence stalinienne par des personnages. On a quelqu'un qui a été, enfin, une veuve d'un juge qui a été arrêté et fusillé pendant la Grande Terreur. On a toute une série, enfin, on a des moments d'explosion de violence qui sont provoqués aussi par la police politique. Donc, il y a un fond comme ça, il n'y a pas une négation de la violence stalinienne, mais en fait, globalement, c'est quand même le stalinisme qui est un décor. C'est pas un film, c'est pas une série sur le stalinisme, c'est une série qui se déroule à la période stalinienne et qui utilise les possibilités de cette période stalinienne pour construire son récit et son histoire policière. C'est un tout petit peu différent pour Leningrad 46, qui est une société, qui est une série, à mon avis, politiquement plus subtile, parce qu'elle porte, sans le dire, la dénonciation du système stalinien. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, ce sont des séries policières qu'on regarde pour l'intrigue policière. Hein. C'est pas des, encore une fois, voilà, c'est pas des films qui sont là, c'est pas une leçon d'histoire. Hein. C'est vraiment, voilà, on peut regarder ça pour prendre beaucoup de plaisir. Et de fait, on prend beaucoup de plaisir dans ces deux séries. Hein. C'est toujours la difficulté que vous avez souvent ici. C'est-à-dire, quand on parle d'une série historique, nous, en historien, on en cherche souvent, on coupe les cheveux en quatre, on essaie de mettre à distance, tout ça. Mais bon, l'écriture, elle n'est pas l'écriture scénaristique, elle est souvent pas là pour ça. Mais Leningrad 46 raconte l'histoire un des deux héros, hein, donc pas le héros policier, mais le héros criminel, ce prof, Uchit, est un héros négatif, mais qui est un héros négatif pour lequel on n'a jamais véritablement d'antipathie, on a même plutôt pas mal de sympathie, voire une certaine empathie, fascination. C'est un type qui est brisé par le système soviétique, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, qui le rejette sur les marges. Il devient criminel, non pas parce qu'il est criminel, mais parce que le régime stalinien en fait un criminel. Et que toutes ces portes, toutes ces humiliations qu'il a à subir le poussent dans cette criminalité. Et donc, cette représentation d'un homme qui devient criminel un peu malgré lui, finalement, est extrêmement intéressante et porte dénonciation, évidemment, de ces systèmes staliniens. De la même façon, dans ce Leningrad 46, les élites politiques et sociales du stalinisme, on a un type qui est responsable du secteur de l'alimentation, on a qui devient par la suite chef d'un des districts de Leningrad, qui est un corrompu, qui utilise sa position pour récupérer de la nourriture, pour être violent avec sa femme, pour cacher ses propres turpitudes. Ça aussi, cette manière de rendre détestable certains des rouages du système stalinien portent dénonciation du régime. Après, encore une fois, on est dans des deux séries qui portent un discours assez ambigu
et encore une fois, qui ne sont pas là enfin, qui ne se pensent pas, je crois, comme des séries de dénonciation, mais comme des séries de récits et qui cherchent souvent à promouvoir un récit un tout petit peu ambigu qui plaît à beaucoup de gens, je pense, en Russie, parce que ça introduit la difficulté qu'il y a à être citoyen soviétique sous Staline. Comment euh, euh, ne pas se mouiller les doigts, ne pas se salir les doigts, comment, enfin, c'est la question du sens moral qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il y a différents personnages qui montrent la difficulté qu'il y a à être moralement irréprochable dans ce stalinisme. Et notamment, comme je le disais, la représentation des marges de la société, euh, qui n'est jamais totalement dénuée d'empathie dans beaucoup enfin, dans les deux séries, j'allais dire. Les bandits, c'est jamais des gens totalement détestables parce qu'on comprend à chaque fois que finalement le système provoque ça aussi, que si vous voulez vous en sortir, eh bien il faut quelque part ne pas respecter les règles. Voilà, survivre dans Leningrad pendant le blocus de Leningrad. Comment on survit dans le blocus de Leningrad? Comment vous survivez quand tout le monde meurt de faim? Comment vous accédez à la nourriture? Est-ce que vous attendez patiemment de manger vos quelques grammes de pain qui vous sont donnés officiellement? Est-ce que vous essayez de... Voilà, tout ça pose des questions morales évidemment majeures euh, euh, auxquelles les réponses ne sont pas évidentes. Et ça se traduit aussi, ce qui est crucial dans des séries policières, c'est de dire les bons et les méchants. La série policière, normalement, elle met en scène, alors évidemment avec plein de nuances, et là j'y vais à très gros traits, mais les bons et les méchants. Les bons qui font la chasse aux méchants. Et là, on a quand même des bons qui ne sont jamais très bons, parce qu'ils font usage de la violence, parce qu'ils sont partis de ce régime stalinien quand même. Voilà. Hein, il y a à un certain moment, ils doivent faire des choses où ils ont fait des choses, on comprend qu'ils ont fait des choses, et produit de la violence, arrêter des gens. Donc des bons qui sont parfois, voilà, qui ont franchi des lignes jaunes à plusieurs reprises, et puis des méchants qui sont pas totalement méchants, comme je le disais pour ce personnage du prof. Alors dans Liquidation, c'est moins clair, mais quand même, euh, le méchant qui lui se fait appeler l'académicien a collaboré avec les Allemands. Mais il y a un moment, dans le dernier épisode, il y a cette scène où il se révèle et on comprend qui il est. Et comment dire ça, il répond aux policiers en disant: moi, ce que je déteste, c'est vous, c'est votre système, c'est le stalinisme. Enfin, il n'utilise pas le mot le stalinisme, mais il dit: c'est vous, c'est votre violence. Et il y a quand même une ambiguïté là-dedans. Alors après, il y a des méchants, et Liquidation pour ça est beaucoup plus politiquement correcte. Par exemple, les méchants, ce sont les nationalistes ukrainiens, les gens qui ont lutté contre le système soviétique, qui sont présentés avec relativement peu de nuances. Euh, euh, mais voilà, ça c'est ça qui est fascinant, je crois aussi. Alors pour l'historien, quand on regarde ces séries, comment on met en scène ce stalinisme, euh, ça m'a semblé euh, passionnant. François-Xavier Nérard, on est aujourd'hui avec vous pour évoquer deux séries historiques, principalement sur l'URSS. Et donc, quand on est face à une série historique et qu'on a un universitaire spécialiste de la question qui est face à nous dans Histoire en série, j'allais dire, on se doit de vous poser la question, et les auditeurs se la poseront eux-mêmes quand ils regarderont. C'est la question de finalement, quelle est, par rapport à cela, est-ce que ces
séries sont réalistes? C'est-à-dire, est-ce que ces séries représentent véritablement les événements tels qu'ils se sont passés, ou est-ce que là aussi, on est véritablement dans de la fiction, et donc l'idée qu'il y a, on ne peut pas s'en approcher? C'est vraiment cette question de la fidélité est majeure souvent dans les séries historiques, et je vous la pose sur celle-ci parce que vous avez évoqué notamment sur la série Leningrad que l'on voit cet aspect majeur à l'est de la Seconde Guerre mondiale, ce siège de plus de 900 jours de la ville qui a fait, vous l'avez dit, plus de 600 000 morts. Ça semble apparaître. Alors que dans l'autre série, finalement, qui a pour cadre Odessa, vous avez évoqué les Juifs. Est-ce que ça, on le voit bien, par exemple, dans la série? Alors, cette question de la fidélité de la reconstitution est évidemment cruciale sur des séries comme ça. Alors, il y a deux dimensions, en fait. Il y a deux manières de répondre à votre question. Euh, la, 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 la reconstitution en termes j'allais dire, visuel dans les deux séries est quasi parfaite. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros effort de reconstituer Leningrad et Odessa après la guerre avec visuellement, enfin, je dirais non pas un bouton d'uniforme, tout ça est très, très crédible. Les personnages sont assez crédibles. Euh, c'est assez réussi pour ça. Mais évidemment, le diable se niche dans les détails, dans les gros détails. Alors, il y a deux choses, enfin, celle qui pose, à mon avis, le plus de problèmes à l'historien, mais c'est liquidation, et notamment, comme vous venez de l'évoquer, la question des Juifs d'Odessa, puisque Odessa, en 1941, au début de la guerre, est une ville dans laquelle la population juive a une place très importante. C'est à peu près 30% de la population, dont la moitié sont présents au moment où les Roumains occupent la ville en octobre 1941. Et donc, c'est une ville qui, dans les représentations russes, c'est une ville juive dans laquelle il y a un humour juif, il y a une vie juive. Voilà. Et l'Odessa que représente Liquidation garde ça. C'est-à-dire qu'on a, même si, j'allais dire, la représentation visuelle est assez fidèle à l'Odessa d'après la guerre, de fait, la société qui vous donne à voir est une société plutôt d'avant la guerre, comme si les Juifs n'avaient pas été exterminés. Or, la quasi-totalité de la population juive d'Odessa a été exterminée. Et donc, Odessa en 1946 ne peut pas ressembler à l'Odessa qu'il donne à voir dans Liquidation 1940, dans Liquidation. La présence des Juifs, d'une manière de parler, d'une manière d'être. Il y a des personnages qui relèvent de ce folklore odessite juif qui ne peuvent pas être là parce qu'il y a eu cette extermination des populations juives d'Odessa par les Roumains qui occupent la ville et en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie. Donc, exécution assez rapide au départ. En octobre 1941, vous avez quasiment 5000 Juifs qui vont être assassinés et fusillés en représailles à l'attentat contre le quartier général roumain d'Odessa, puis des déportations en Transnistrie, où tout le monde ne va pas mourir, mais quand même, ça va être assez terrible pour les 2 tiers des Juifs d'Odessa. Et ça, c'est quand même un gros problème quand on regarde cette série. Parce que ça n'est pas présent, quasiment pas présent. Cette extermination des Juifs est quasiment pas évoquée. Alors, pourquoi? On peut se poser la question.
On sait que la place du récit de l'extermination des Juifs de l'Union soviétique dans la société soviétique puis russe est très particulière. Ce sont des événements qui jouent un rôle beaucoup moins central dans le récit de la guerre que peut jouer dans le récit de la guerre chez nous, en Occident. Peut-être que de manière inconsciente, les auteurs de cette série ont fait abstraction de ce qui s'est passé. Mais c'est quelque chose qui est quand même très, très troublant. Et qui n'a pas fait vraiment débat. Il y a quelques personnes qui en Russie ont évoqué ça, mais ça n'a pas été évidemment crucial dans une série qui a été globalement très bien reçue. Et puis encore, il faut le dire, qui est une bonne série. Moi, évidemment, en historien, il y a plusieurs moments où on tique un peu, mais c'est une bonne série qui se laisse regarder avec beaucoup d'intérêt. Alors l'autre, Leningrad, pour ça, 46 est plus fidèle sur plein d'aspects à l'histoire, j'allais dire. Alors, bon, ça se passe en 46, donc on ne parle pas du blocus, mais le blocus est omniprésent dans le vécu des personnages. Les allusions sont permanentes. Et pour ça, c'est très fort. Mais la place du blocus de Leningrad dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Russie est centrale. Enfin, est un des centres de cette mémoire, est un des points importants de cette mémoire. Donc c'est moins problématique et c'est surtout évident qu'un scénariste russe qui va écrire sur Leningrad 46 ne peut pas faire abstraction du blocus. C'est évident, mais pour le coup, c'est assez bien fait et assez subtil. Alors, dernier aspect, peut-être, quand on réfléchit à la fidélité de cette reconstitution, alors peut-être plus décalée. Je veux dire, bon, encore une fois, on a à la fois visuellement quelque chose qui est assez réussi dans les deux séries. Ils ont fait des gros efforts en termes de costumes, de décors. Voilà. Souvent dans les séries historiques, là, je pense qu'il y a des budgets relativement importants, mais on peut avoir, je sais pas quoi, de la publicité qui apparaît, qui a été mal cachée, ou que sais-je encore. Là, c'est vraiment parfait. En termes visuels, en termes historiques, il y a les limites importantes dont je viens de vous parler. Et des dernières questions, en fait, qui est assez liée à l'écriture même des séries policières, c'est la question de la présence des ennemis à l'intérieur de l'Union soviétique. En cela, c'est une reconstitution, c'est presque une mise en abîme des séries. C'est-à-dire que le stalinisme se construit sur l'idée que les ennemis qu'il faut rechercher, c'est pour ça qu'il y a une police politique, sont à l'intérieur. Il y a une sorte de cinquième colonne, il y a des gens qui sont là pour abîmer, détruire, saboter l'Union soviétique, et ils relèvent des obligations de la police politique de les traquer, de les arrêter et de les mettre hors d'état de nuire. C'est une vision totalement fantasmatique, puisque à partir de la fin des années 20, il n'y a plus d'ennemis en Union soviétique. Tous les ennemis politiques sont arrêtés, envoyés dans des camps. La plupart des autres n'ont pas les capacités d'influer en quoi que ce soit le fonctionnement de l'Union soviétique. Donc, les staliniens cherchent des ennemis qui n'existent pas, mais provoquent eux-mêmes, notamment les mensonges sur la vie, le parcours de vie des gens. Et donc, c'est un système qui s'auto-alimente. Et donc, bon, j'évoquais tout à l'heure les romans policiers de Lev Ovalov, qui met en scène ce Mayor Pronin dans les années 30, qui est un agent de NKVD qui cherche des saboteurs à l'intérieur de l'Union soviétique. Et là, finalement, Liquidation, par exemple, reprend véritablement l'idée stalinienne de l'infiltration. C'est-à-dire que le méchant, alors je vais spoiler, mais c'est pas très très grave, mais le méchant est quelqu'un de très très proche du héros du film. Et donc, on a une série qui joue énormément là-dessus.
on ne sait jamais qui est le bon et qui est le méchant, parce qu'il y a des méchants infiltrés partout, et que les méchants, les traîtres, sont là, y compris sous des uniformes de la police politique, de l'armée soviétique. D'ailleurs, au cœur de la série, il y a le vol d'uniformes de soldats de l'armée rouge. C'est-à-dire que les traîtres qui s'apprêtent à prendre Odessa d'assaut volent des stocks d'uniformes de soldats de l'armée rouge, et dans le dernier épisode, s'habillent en soldats de l'armée rouge. Ça fait que quand vous voyez un soldat de l'armée rouge sur l'écran du 14e épisode, vous ne savez jamais si c'est un vrai soldat de l'armée rouge ou un bandit ou un ennemi de l'Union soviétique. Et en ça, c'est une philosophie très stalinienne, où finalement, on ne sait jamais qui est qui. Et là, alors, est-ce que c'est une reconstitution fidèle ou c'est une reproduction du discours stalinien? En cela, Liquidation est quand même très ambigu et me semble intéressant. Si, ça me semble intéressant. Leningrad joue beaucoup moins là-dessus. Alors, il y a des gens qui sont des traîtres, des gens qui ont collaboré avec les Allemands, des gens qui ont commis des crimes, qui cherchent à se venger du régime soviétique. Mais le discours est beaucoup plus clair. Et il y a beaucoup moins cette idée de la perversion interne du système. On comprend beaucoup plus les motivations des uns et des autres. Et en cela, autant les deux séries, en tant que spectateurs ou téléspectateurs, sont aussi agréables l'une que l'autre à regarder, très bien faites. Mais pour l'historien, clairement, Leningrad 1946 est une série beaucoup plus précise, beaucoup plus fidèle, beaucoup plus souhaitable quelque part. Pour conclure, François-Xavier Nérard, il serait peut-être intéressant maintenant de voir effectivement aussi quelque chose de très contemporain, j'allais dire. Ces séries, au tournant des années 2010, on l'a dit, ont été vues en Russie et comment est-ce qu'elles ont été reçues par le public russe? On a évoqué ensemble la construction de ces séries, comment elles représentaient le passé. Qu'est-ce qu'il en est sur leur réception véritablement par le public? Alors, c'est deux séries qui ont eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès en Russie, peut-être Liquidation encore plus que Leningrad. Alors, ça surfe quelque part sur une. Alors, d'abord parce qu'il y a des grands acteurs, Sergei Garmash, Vladimir Mashkov, Evgeny Miller, ou Alexei Gorbounov, que certains connaissent parce que c'est lui qui joue le rôle du colonel du KGB dans le Bureau des légendes, sont des grands acteurs de la télévision du cinéma russe contemporain. Donc voilà, ça fait partie d'un succès qui est lié à ça. Ça se base aussi probablement en partie sur une sorte de vague nostalgique d'un passé. Alors, vous voyez, à double étage, je pense qu'il y a la nostalgie de la fin des années 70 et l'écho qu'on trouve à la série de Vysotsky, parce que voilà, c'est le même type d'image. Ils ont joué là-dessus aussi, sur la représentation des lieux, la tonalité des couleurs. Donc, il y a une sorte de rejeu pour beaucoup de gens, je pense, de cette fin des années 70, puis une nostalgie globale de la période soviétique sur laquelle on pourrait faire une émission en entier. Donc, on ne va pas assister plus que ça, mais il y a quand même voilà, une idée d'une sorte d'une période où les choses étaient simples, et qui fait que beaucoup de gens. Et puis surtout, cet aspect, justement, sur lequel j'ai peut-être trop, en tout cas beaucoup insisté, de non-didactisme, de non-dénonciation. Enfin, ça n'en est pas dans des séries qui vous expliquent comme c'était mal, comme c'était criminel, mais des séries qui racontent une histoire, voilà, une histoire qui se passe à la période stalinienne. Et ça, je pense que ça a été important pour beaucoup de Russes et qui ont
quand on regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans les forums, qui ont apprécié cette représentation non manichéenne, non dénonciatrice d'une période compliquée. Donc, ça explique probablement le succès de ces séries, qui ont été d'ailleurs diffusées dans l'espace russe, mais également dans l'espace post-soviétique, et notamment en Ukraine. Et c'est intéressant de voir ça. Alors, évidemment, les rapports entre les Russes et les Ukrainiens ont été très fortement impactés, et ont changé de manière très, très dure après l'invasion de la Crimée et le début et l'annexion de la Crimée et les débuts de la guerre en 2014. Et liquidation avait été montrée en Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est la liquidation aujourd'hui est interdite. On ne peut pas le regarder sur le territoire ukrainien. Pourquoi? Parce que l'un des acteurs, Mikhail Porechnikov, qui joue le traître dans la série, s'est engagé fortement aux côtés des indépendantistes ukrainiens, enfin, du Donbass, et il a été filmé, ou il s'est filmé en train de tirer sur l'aéroport du Donetsk, enfin l'aéroport de Donetsk, pardon. Ce qui fait que ça a été considéré comme un acte d'agression évident de la part des autorités ukrainiennes, et qui a donc interdit tous les films avec cet acteur sur le territoire de l'Ukraine, dont Liquidation, qui raconte l'histoire d'Odessa, ville ukrainienne, pendant l'après-guerre. Merci François-Xavier Nérard pour l'évocation de ces deux séries, Liquidation donc sur Odessa, sur cette ville ukrainienne en 1946, et Leningrad 1946, donc cette grande ville russe et soviétique à l'époque. On retrouve en bibliographie des références que vous avez fournies qui permettront justement aux auditeurs et aux auditrices d'aller plus loin. Alors cette bibliographie, comme toutes celles fournies par les intervenants et intervenantes du podcast Histoire en série, se retrouve à la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com, et puis on retrouve comme toujours le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast, sur Spotify et sur YouTube, sur notre partenaire nonfiction.fr. N'hésitez pas aussi à nous écrire via Twitter ou le groupe Facebook Histoire en série. Merci beaucoup François-Xavier Nérard pour cette évocation très détaillée de ces séries qui ont permis d'appréhender plus en détail, en tout cas, cette après-guerre soviétique, et puis la façon dont aujourd'hui on le voit dans la Russie poutinienne. Merci, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to more forever.